Vous êtes sur NAL TV International. Bonjour, nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Autour du monde et cette émission consacrée au continent noir, l'Afrique. On va tout de suite commencer par la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, c'est le retour au calme après l'accord entre le gouvernement et les mutins. Après l'annonce de la conclusion d'un accord par le président ivoirien Alassane Ouattara concernant les revendications des soldats mutins de Bouaké. La situation semble être revenue à la normale ce dimanche en Côte d'Ivoire. Alors pour plus de détails concernant la situation en Côte d'Ivoire, on regarde le commentaire de Dalia Karam. Dimanche 8 janvier, la Côte d'Ivoire semblait se diriger vers une sortie de crise après l'accord conclu entre le gouvernement et les soldats mutins. Ces derniers réclamaient une amélioration de leurs conditions de travail depuis le 6 janvier, bloquant notamment Bouaké, la deuxième ville du pays. La révolte s'était ensuite étendue à plusieurs villes du pays, dont Abidjan. Dans une brève allocution télévisée, le président ivoirien Alassane Ouattara a confirmé son accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie des soldats. Son mot d'ordre semble avoir été globalement suivi, même si dans un premier temps, des mutins en colère ont empêché le ministre de la Défense Alain Richard Donwayi et sa délégation venue négocier à Bouaké de quitter la résidence du sous-préfet en tirant des rafales de Kalachnikov et d'armes lourdes. Les officiels auront finalement été retenus 2 heures. Après la libération du ministre, les militaires ont rapidement levé les barrages qui interdisaient l'entrée à Bouaké. Du côté d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne qui connaissait des troubles depuis samedi, le calme est également revenu. La délégation du gouvernement ivoirien, conduite par le ministre de la Défense Alain Richard Donwayi, était chargée de conclure l'accord avec les soldats à Bouaké, où les troubles ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans l'après-midi de samedi, avant l'accord, les mutins avaient étendu leur mouvement à Abidjan, pénétrant à l'intérieur du ministère de la Défense situé dans la capitale ivoirienne et dans le quartier général de l'armée. Des forces loyalistes, notamment des soldats de la garde présidentielle, ont pris position aux abords des 3 ponts qui enjambent le lagon séparant le nord et le sud de la ville. Lancé vendredi matin à Bouaké, le mouvement s'était étendu à Daloa et Douakro au centre du pays et à Kargo et Odiéné au nord vendredi soir. Des coups de feu nourris avaient été entendus dans la nuit de vendredi à samedi à Korogo dans le nord et des fusillades signalées samedi à Man et à Toulepleu situé dans l'ouest. Et on passe au Ghana qui a maintenant un nouveau président. Il s'agit de Nana Akufo-Addo qui est devenu le 5e président de la 4e République au Ghana. Le nouveau président ghanéen a prêté serment ce samedi 7 janvier devant une vingtaine de chefs d'État. Plus de 6000 invités rassemblés place de l'Indépendance à Accra. Sachez que Nana Akufo-Addo, le nouveau président, a promis d'éradiquer la corruption et de relancer le secteur privé. Donc les détails dans ce commentaire. Nana Akufo-Addo a prêté serment samedi en tant que nouveau président du Ghana, promettant d'éradiquer la corruption et de relancer le secteur privé après sa victoire électorale le mois dernier sur le dirigeant sortant Jean Dramani Mahama. Ancien défenseur des droits de l'homme, M. Akufo-Addo, âgé de 72 ans, a été investi lors d'une cérémonie place de l'Indépendance dans le centre de la capitale Accra, devant plus de 6000 invités et spectateurs. Portant une tenue traditionnelle, il a brandi une épée en or, symbole de la présidence du Ghana, avant de prononcer un discours inaugural. Nous n'avons plus d'excuses à notre pauvreté, a-t-il dit devant 11 chefs d'État africains en présence de son prédécesseur, M. Mahama, battu à la présidentielle du 7 décembre. Les anciens dirigeants ghanéens, John Rawlings et John Kofu, assistaient également à la cérémonie. Nous devons rétablir l'intégrité dans la vie publique. Les caisses de l'État ne doivent pas servir de butin au parti vainqueur d'une élection, mais doivent être des ressources pour le développement économique et social du pays, a ajouté M. Akufo-Addo. Le nouveau président avait promis pendant sa campagne de soutenir les entrepreneurs privés et d'attirer les investissements pour relancer la croissance. Nous allons réduire les impôts pour remettre du dynamisme dans notre économie. Le Ghana est de nouveau ouvert aux affaires, a-t-il lancé samedi. La victoire électorale de M. Akufo-Addo et la transition pacifique du pouvoir ont renforcé l'image du Ghana comme un modèle de stabilité dans une Afrique de l'Ouest souvent turbulente. Le Ghana est l'un des rares pays d'Afrique cette année où les résultats de l'élection présidentielle n'ont pas été contestés.
Le Ghana s'est distingué pendant ces 25 dernières années comme étant un pays d'intégrité et de transparence, avait estimé à la proclamation des résultats l'un des observateurs du scrutin de l'Institut national démocratique. Le nouveau président élu avait déclaré que les dirigeants qui souhaitaient rester en fonction à tout prix naviguaient à contre-courant de l'histoire. M. Akufo-Addo a promis pendant sa campagne de remettre le Ghana sur la voie du progrès et de la prospérité après une crise économique qui avait conduit son prédécesseur à solliciter un plan de sauvetage du Fonds monétaire international. Cette semaine, M. Mahama a défendu son mandat affirmant qu'il avait dû naviguer contre de puissants vents contraires ayant entraîné un ralentissement de la croissance, une explosion de la dette publique et une baisse de la monnaie. Il a cependant encouragé les Ghanéens à se rassembler derrière M. Akufo-Addo. Et on passe maintenant à la revue, une brève revue de la presse africaine, des manchettes tirées de African News. Et la première manchette nous parle de Burundi. L'État mise sur ses ressources internes pour financer le budget 2017. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promulgué samedi 31 décembre 2016 la loi portant sur la fixation du budget général 2017, un budget en hausse de 5% par rapport à 2016, mais qui prévoit un déficit de 3% par rapport à l'année dernière. Dans un pays où la majorité de la population se paupérise de plus en plus, le gouvernement a pourtant prévu de nouvelles taxes pour compenser la diminution des aides extérieures. Après la suspension d'une partie de l'aide budgétaire extérieure l'année dernière, le Burundi doit financer son budget général pour cette année 2017 avec 70% de ses ressources internes. Dossier Tunisie, invité jeudi dernier sur France 2, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls a rappelé sa position sur le port du voile, citant la Tunisie comme un pays où des femmes à qui on a imposé le voile se battent précisément pour l'enlever. Une remarque qui fait bondir les internautes tunisiens. Venu défendre son programme pour la primaire de la gauche pour la présidentielle de 2017 sur le plateau de l'émission politique, Manuel Valls n'a pas été épargné par les critiques face à Atika Trabelsi qui se revendique musulmane et féministe. Manuel Valls s'est dit inquiet d'une mode, celle d'un voile revendiqué. Diplômée de l'école normale supérieure, entrepreneur et cofondatrice de l'association Lalab, pour montrer que les voix des femmes musulmanes sont plurielles, la jeune femme a interpellé l'ancien Premier ministre sur ses propos tenus quelques mois plus tôt sur la question du voile. Toujours avec Africa News et toujours sur le dossier de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire invitée d'honneur du 25e FESPACO, le prestigieux festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, se tiendra du 25 février au 4 mars prochain de cette année. C'est la Côte d'Ivoire qui est le pays invité d'honneur. La Côte d'Ivoire, pays à l'honneur de ce 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec comme ambassadeur le chanteur Rasta Alpha Blondy, pour ouvrir les festivités par un concert au stade municipal de la capitale burkinabé. Abidjan et Ouagadougou marchent main dans la main pour cette 25e édition, avec sur les 20 longs métrages en compétition officielle, 3 films burkinabés, 2 films ivoiriens et un dénominateur commun. Et notre dernière nouvelle s'agit de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, s'apprête à fêter ses 150 ans d'existence. Le président de la République, Jacob Zuma, qui est également président du mouvement, s'est exprimé dimanche au stade de Soweto. Un grand rassemblement a eu lieu pour mobiliser les sympathisants du parti, et cela alors que l'ANC vient de vivre une année particulièrement difficile. L'année 2016 aura été catastrophique pour l'ANC. Le mouvement a souffert des différents scandales impliquant son président, Jacob Zuma, et lors des élections locales, il y a quelques mois, le parti est tombé à son plus bas niveau historique, obtenant tout juste 54% des suffrages.
On passe à un autre sujet qui a occupé la une de la scène politique cette semaine concernant toujours le continent noir, et c'est la fermeture des frontières entre le Tchad et la Libye. Le Tchad a annoncé la fermeture de sa frontière terrestre avec la Libye en faisant état d'une potentielle grave menace d'infiltration terroriste dans un message radio-télévisé du Premier ministre Albert Pahimi Padaké face au péril qui menace l'intégrité du territoire national. Le gouvernement a décidé d'une part se procéder à la fermeture de notre frontière terrestre avec la Libye et d'autre part de déclarer les régions frontalières de la Libye zone d'opération militaire, a déclaré le Premier ministre tchadien. Ces régions désertiques du Tibesti sont très peu peuplées, mais sont le lieu de contrebandes diverses organisées par les populations qui vivent des deux côtés de la frontière, notamment les Toubous. Par ces deux décisions, le gouvernement entend parer à toute éventualité susceptible de troubler la quiétude de nos populations dans ces régions et de menacer la paix à l'intérieur de nos frontières, a ajouté le Premier ministre tchadien. Selon le Premier ministre, dans leur débâcle, quelques groupes terroristes isolés ont convergé vers le sud de la Libye, c'est-à-dire à la frontière nord de notre pays, qui se trouve ainsi potentiellement exposé à une grave menace d'infiltration terroriste. Le chef du gouvernement n'a fourni aucune indication sur l'identité de ces groupes terroristes, ni aucune précision sur leur débâcle en Libye. Et pour plus de détails concernant juste ce dossier, on a en ligne l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur Mohamed Noukali, qui était notre ancien ambassadeur de l'Égypte en Libye. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, on parle là d'un dossier qui peut donc envenimer les relations entre le Tchad et la Libye. Pourquoi donc le Tchad a décidé de fermer complètement les frontières? Pourquoi ne pas commencer par contrôler les frontières? Est-ce que c'est une bonne décision? C'est pas à moi de juger, c'est une bonne question, une mauvaise question, mais le problème c'est qu'il y avait d'abord le ministre de l'Intérieur de la Sécurité qui avait annoncé il y a 2 semaines l'interdiction du voyage des Tchadiens en Libye. La Libye, vous savez, il y a eu la guerre de Daesh pendant depuis mai jusqu'à il y a quelques mois. Alors, il y a tous les rebelles qui se sont sauvés dans le sud. Le sud, maintenant, c'est un sanctuaire pour tous les terroristes. Mais c'est pas... Le problème, c'est que pratiquement les frontières africaines, on ne peut pas les fermer. On ne peut pas fermer, on ne peut pas les contrôler parce que la Libye et le Tchad, ils ont 1055 km de frontières communes. Et c'est pour contrôler ces frontières, vous savez qu'il n'y a pas moyen de fermer parce qu'il y a des complicités tribales, il y a des sympathies ethniques entre les deux côtés parce que c'est une zone, comme ça a été, c'est une zone de contrebande notoire. Alors, il y a une complicité des deux côtés et il n'y a pas moyen ni de contrôler, ni de fermer pratiquement, on ne peut pas, il y a une porosité de ces frontières, de fait, ça ne peut pas être fermé. Mais ce qui est visé, ce n'est pas les groupes rebelles, le Tchad. Il n'a pas vraiment fait une déclaration claire, mais je crois que, oui, cette décision a été prise à l'encontre du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, le FAT. Le FAT, c'est un groupe rebelle qui a été créé en avril 2015 et qui présente maintenant une menace potentielle pour le Tchad. Une menace potentielle parce que dans tout le sud du Tchad, les armes ils sont en abondance, les gens la pratiquent, ils ont déjà ils savent manipuler, ils savent utiliser ces armes et ils représentent une menace très importante. L'armée tchadienne vient de son combat contre Boko Haram. Il y avait un grand combat, il y avait une grande partie de l'armée qui est revenue fatiguée, exhaustée de la guerre contre Boko Haram. À l'ouest de la frontière tchadienne, il y a tout le Darfour, avec toutes les turbulences du Darfour. Alors je crois que pour la fermeture de cette frontière,
c'est plutôt c'est théorique. On ne peut pas contrôler. C'est une tâche trop difficile. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, bien sûr, contrôler à 100% les frontières entre la Libye et le Tchad, surtout que la Libye, il y a maintenant des groupes terroristes en Libye. Alors, merci Monsieur l'ambassadeur Mohamed Noukali, ancien ambassadeur de l'Égypte en Libye. Et on continue donc avec notre émission et place maintenant au sport et la CAN 2017, l'Égypte a battu la Tunisie hier 1-0 en match de préparation à la CAN 2017, un match qui s'est déroulé au Caire, plus remuant en début de match malgré l'absence de Mohamed Salah dans le 11 entrant. Les Pharaons se créaient les premières opportunités, mais la sortie de Matloussi mettait en échec El Nenni, puis Warda ne cadrait pas sa tête. En face, les Aigles de Carthage pouvaient se faire du souci avec la blessure de leur maître à jouer, Wahbi Kazri. Au Gabon, donc, la Tunisie évoluera dans le groupe B en compagnie du Sénégal, de l'Algérie et du Zimbabwe. Quant à l'Égypte, elle fera partie du groupe D. Elle va jouer avec le Ghana, le Mali et l'Ouganda. Alors, nos meilleurs souhaits pour notre équipe nationale. On reste toujours avec le sport et l'Algérien Riyad Mahrez qui a été élu joueur du championnat anglais. L'Algérien Riyad Mahrez brillant avec Leicester, sacré champion d'Angleterre à la surprise générale lors de la saison écoulée, a été élu joueur africain de l'année 2016 à Abuja au Nigeria. Donc les détails avec Shams Nemi. The winner is Riyad Mahrez. Demi-favori, l'Algérien Riyad Mahrez a été élu joueur africain de l'année 2016 dans la soirée du jeudi 5 janvier à Abuja au Nigeria. Le milieu offensif a été récompensé pour sa très bonne saison passée avec Leicester, sacré champion d'Angleterre. Il a été désigné par le vote des sélectionneurs ou directeurs techniques des associations affiliées à la Confédération africaine de football, la CAF, et des groupes d'experts du football et des médias. Le jeune homme âgé de 25 ans, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund, qui avait remporté le trophée en 2015. Et voilà donc, on arrive à la fin de cette édition de Autour du monde, une émission consacrée ce lundi à l'Afrique, le continent noir. Alors, restez donc en compagnie de nous pour le reste de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Merci pour votre attention et à très bientôt. Thank you.